Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un aspect peu connu ou exploré dans la pensée de Machiavel que je trouve hautement original et visionnaire concernant le rapport à la vérité. En effet, on fait généralement de Machiavel un penseur politique et pour cause, le gros de sa réflexion tourne autour des préoccupations politiques. Comment obtenir le pouvoir, gouverner efficacement en étant un bon prince et ainsi le conserver, le pouvoir, etc. Néanmoins, il semble peu connu que la pensée machiavélienne a également une portée épistémologique, c'est-à-dire relative au vrai et à la théorie de la connaissance. Or, Machiavel anticipe sur bien des points, comme on va le voir, le pragmatisme, mais également les théories qui réduisent la connaissance aux phénomènes eux-mêmes, à ce qui apparaît. Dans son célèbre ouvrage, Le Prince, Machiavel s'interroge sur le rôle des apparences quand il s'agit de gouverner, et il donne d'ailleurs naissance indirectement à ce que l'on nommera à la suite la raison d'État, thématisée peu de temps après par un certain Giovanni Botero. Cette idée décisive que Machiavel aborde lorsqu'il dit que pour préserver le bien de l'État, le prince doit colorer ses propres intentions et avancer à visage masqué, se faire à la fois lion pour agir avec force quand la situation l'exige et renard pour faire preuve de ruse et d'habileté le reste du temps, va jouer un rôle majeur dans la manière de penser la politique. En effet, il existe une raison d'État, autrement dit une raison liée à la sécurité de l'État et à sa pérennité qui exige que le prince cache ses intentions et masque au peuple certains secrets qu'il n'a pas à connaître. Sans quoi, si le peuple apprenait certaines choses, cela risquerait de créer des renversements ou des troubles qui pourraient nuire à terme à l'État tout entier. C'est d'ailleurs des apparences dont le prince doit pouvoir se jouer pour asseoir son autorité, puisqu'il dira très justement que les hommes jugent plus souvent d'après les apparences et donc avec leurs yeux plutôt qu'avec leurs mains. Autrement dit, il y a deux façons de juger de ce qui apparaît. Soit on en reste à l'apparence et on est potentiellement à la merci de celui qui saura en faire bon usage pour nous tromper. Par exemple, quelqu'un qui ferait semblant d'être notre ami pour pouvoir nous tromper ensuite parce qu'on a quelque chose à lui rapporter à un instant donné. Soit on juge d'après les mains et on sait quoi faire dans un usage pratique d'une rencontre ou d'un événement, et on perçoit donc mieux la valeur d'une personne qui n'apparaît pas nécessairement au premier coup d'œil. C'est en ce sens que Machiavel dit, je cite, « D'une manière générale, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car si n'importe qui peut voir, bien peu éprouve juste. Chacun voit ce que tu parais, peu ressentent ce que tu es. Et ce petit nombre n'ose pas s'opposer à l'opinion de la majorité qui a la majesté de l'État derrière elle. » Fin de citation. Autrement dit, ce qui intéresse Machiavel, c'est une vérité qui n'est pas une vérité au sens radicalement empirique, puisque Machiavel ne dit pas que les faits constitués d'apparence suffisent pour arriver à établir ce qui est vrai. D'ailleurs, l'État influence le jugement des uns et des autres, et la minorité qui verrait juste s'alignerait sur ce que pensent les autres pour ne pas avoir d'ennui par conformisme. On en arrive donc à la question vertigineuse qui est la suivante, très classique en philosophie. Qu'est-ce qui est vrai dans un monde composé d'apparences trompeuses, dont certaines nous font parfois passer pour ce que nous ne sommes pas, et où d'autres sont utilisées pour nous tromper ? Cette question, elle remonte au minimum à Platon qui, précisément, déconsidérait le phénomène, ce qui apparaît, c'est ce à quoi renvoie phainoménon, en grec. En effet, l'apparence renvoie à la surface, et la surface ne nous dit rien de l'essence même des choses. Par exemple, telle personne peut être gentille et polie en apparence et être une vraie crevure dans notre dos. A l'inverse, cette personne peut avoir l'air bourrue et peu aimable au premier abord, et avoir bon cœur malgré sa grosse voix que certains jugeraient menaçante et intimidante,
et proposer un contenu philosophique intéressant. Pour Platon, cela allait même plus loin puisque ce qui apparaît n'est qu'une pâle copie d'une réalité intelligible, comme vous le savez sûrement déjà, et comme je l'ai déjà évoqué à de multiples reprises dans d'autres enregistrements. Il y a des exemples d'arbres, de tables ou de poêles, mais jamais l'idée qui est universelle et commune à tous ces phénomènes. De fait, dans la perspective de l'idéalisme antique contre lequel se positionne Machiavel, la vérité serait à chercher au-delà de l'apparence, dans un ciel intelligible, par-delà le sensible, si on est platonicien. Donc si Machiavel s'entendrait sans doute avec Platon pour dire que les apparences peuvent nous induire en erreur, ce qui fait qu'il n'est pas entièrement empiriste d'ailleurs, il serait en désaccord avec lui pour dire que la vérité se situe dans une réalité soi-disant supérieure qui n'apparaîtrait pas au sens. Pourquoi ? Parce que cette vérité n'a aucun effet constatable sur la réalité des phénomènes qui nous apparaissent en tant que tels. Machiavel redéfinit ici la vérité de façon très radicale comme une vérité de circonstance qui doit nous profiter et qui est amenée à varier avec les événements dans lesquels nous sommes amenés à exister. La vérité n'est pas à strictement parler une croyance métaphysique qui échappe à l'homme, elle est ancrée dans un devenir continuel qui est lié à la fortune, que Machiavel évoque de façon symbolique par la déesse Fortuna. La vérité est avant toute chose une norme ancrée dans la pratique, et Machiavel circonscrit le champ de celle-ci à ce qui doit advenir nécessairement par anticipation à partir d'un certain état de fait. C'est la raison pour laquelle Machiavel congédie également la tradition antique dès qu'il s'agissait de gouverner, le bien en soi de Platon, qui serait le bien intemporel et valable en toutes circonstances, ne peut servir à gouverner un peuple dont les humeurs sont sans cesse changeantes, et l'action politique prend part dans des circonstances amenées à varier indéfiniment. De la même façon que l'on ne gouverne pas avec de beaux principes moraux qui seraient figés pour de bon dans le marbre, et qu'il faut savoir s'adapter aux circonstances, il est aussi nécessaire de laisser tomber une vérité au sens métaphysique et absolu, comme norme invariable et incorruptible, pour la simple et bonne raison que notre perception du vrai est amenée à changer avec les circonstances elles aussi. Autrement dit, bien avant Nietzsche et bien avant les penseurs pragmatistes tels que William James ou Charles Sanders Peirce, Machiavel considère que l'utilité doit être le critère déterminant servant à établir la vérité. La vérité est définie, en tout cas ici, par Machiavel au chapitre 15 du Prince, comme vérité dite effectuelle, généralement traduite comme effective. Autrement dit, la vérité est productrice d'effets. Une vérité essentielle est une vérité qui importe, qui doit être considérée prioritairement pour Machiavel, et il s'agit ici de celle qui se situe uniquement dans les seules conséquences pratiques d'une action, c'est-à-dire ses effets. Ce qui est vrai n'est plus ce qui vaut universellement indépendamment des circonstances, comme cela pouvait être le cas avec Platon, mais ce qui doit valoir en fonction d'une situation particulière. Une telle vérité n'apparaît qu'à celui capable d'une grande anticipation. Le prince sait ainsi comment agir, car détenant la virtu, qui est, je le rappelle, la virtuosité technique et politique, capable d'anticiper les revers de la fortune et de s'y adapter, le prince peut ainsi anticiper les effets souhaitables de telle ou telle action afin de préserver l'ordre public et son intérêt. On comprend mieux pourquoi Machiavel nous dit que l'apparence est essentielle. Elle crée à elle seule la bonne ou mauvaise réputation et donc, conjointement, le succès d'une entreprise. Celui qui a bonne réputation sans être foncièrement bon saura ainsi faire preuve de flexibilité et se montrer méchant ou cruel si la situation l'exige, contrairement à celui ayant développé une nature profondément morale. Avec Machiavel, la vérité devient la correspondance entre une fin que l'on se donne et un effet adéquat.
Il s'agit d'une vérité de circonstance et d'apparence amenée à évoluer, et non plus d'une vérité immuable, éternelle et intelligible, car la fortune oriente le cours des événements à venir sans que nous puissions nécessairement l'anticiper. Je résume, car on est ici face à une conception de la vérité peu habituelle et peu orthodoxe. La vérité dite effectuelle ou effective est la vérité comme correspondance entre la fin que l'on se donne et les moyens que l'on va mettre en place pour y parvenir. Une apparence sera donc vraie de ce point de vue si elle permet la réussite de l'objectif que l'on se donne. En fait, il faut garder à l'esprit que Machiavel a en tête la justesse de l'action. En fait, il y a une correspondance entre, on pourrait dire, la justesse de l'action mise en place et la valeur de vérité au sens pratique de celle-ci. La vérité, on l'a déjà compris, n'est pas pour Machiavel d'ordre métaphysique, du fait de son inutilité et de son absence de prise avec notre réalité, qui est sans cesse sujette à des variations liées à des circonstances qui sont amenées à se succéder sans cesse, mais elle n'est pas strictement empirique non plus, puisqu'elle repose sur un travail d'interprétation et d'anticipation. Le sens dans lequel semble souffler le vent de la fortune doit être l'objet d'une évaluation du prince qui juge avec ses mains, autrement dit, avec son habileté pratique, non strictement avec ses yeux, sinon il ne pourrait que faire un simple constat. Ah tiens, il y a une guerre qui se prépare. Ou ah tiens, cet homme politique belliqueux semble de plus en plus populaire. Ce qui compte, ce n'est pas ultimement d'attester des faits, mais de savoir quelle réponse apporter pour modeler la réalité à venir selon son gré, pour modifier le cours d'une réalité qu'il est impossible de prévoir en totalité. Mais alors, on pourrait encore se poser la question suivante, et elle serait sans doute pertinente. Si Machiavel récuse la vérité au sens idéal et intemporel, et qu'il dit qu'elle serait la conformité entre notre jugement sur les moyens à mettre en œuvre, une apparence pouvant alors être juste et donc vraie si elle tourne à notre avantage, et la fin que l'on se donne, si la vérité est relative à ce qui nous est utile selon les circonstances, peut-on considérer que la vérité au sens métaphysique ou spirituel, qui serait bien plutôt de l'ordre de la croyance, pourrait tout de même être sauvée, puisqu'elle peut jouer en notre faveur, si on sait justement instrumentaliser le besoin de croire des gens, voyez ? En effet, on a bien connu des gouvernements théocratiques où le pouvoir était exercé par des monarques se réclamant d'un certain droit divin. Alors après tout, est-ce que faire référence à un au-delà spirituel qui n'est pas accessible à de simples mortels pourrait tout de même apparaître comme une vérité effective dans l'action politique et créer des effets qui profitent aux dirigeants? Pour approfondir ce point et pour aller plus loin dans l'épistémologie de Machiavel, je vais m'appuyer à présent sur son autre grand ouvrage nommé Discours sur la première décade de Tite-Live. Il s'agira des chapitres 11 et 12 consacrés aux questions religieuses, mais ici le point de vue de Machiavel est résolument non religieux puisqu'il n'envisage pas un seul instant que la religion puisse correspondre à une quelconque forme de vérité. Il s'intéresse plutôt à elle comme à un instrument de pouvoir pour faire régner l'ordre. C'est donc en tant que théoricien politique que Machiavel va porter son regard sur la religion. C'est le sens de l'extrait suivant tiré du Discours sur la première décade de Tite-Live, livre 1, chapitre 11, je cite « En vérité, il n'a jamais existé dans un peuple de fondateurs de lois extraordinaires qui n'ait eu recours à Dieu, car autrement, elle n'aurait pas été acceptée. » Et plus loin, il rajoute « Les chefs d'une république ou d'un royaume doivent donc maintenir les fondements de la religion qu'on y professe. Il leur est ainsi aisé de conserver le peuple religieux, et donc bon et uni. Aussi doivent-ils favoriser et développer toutes les mesures utiles à la religion, quand bien même ils en connaîtraient la fausseté. Ils doivent d'autant plus le faire qu'ils sont sages et connaissent bien les choses de la nature. » Fin de citation. Ce que Machiavel veut dire en substance,
c'est que la religion, pour fausse ou artificielle qu'elle soit, en son contenu, est vraie du point de vue de ses effets louables en vue de la constitution et de la pérennité d'un État. Et oui, puisque c'est une vérité des effets, je le rappelle. D'ailleurs, plus loin, Machiavel montre en quoi la religion peut servir d'instrument de pouvoir, y compris dans l'élaboration des lois, afin d'invoquer une sorte de droit naturel d'origine divine, chargé de donner une légitimité artificielle au droit dit positif, qui est celui entrant en vigueur. Il prend l'exemple de Numa, qui était le successeur de Romulus à la tête de Rome, et qui fit semblant de tenir ses lois comme les conseils que lui aurait donné une nymphe l'ayant inspiré. En effet, Rome est née à la suite du meurtre de Rémus par son frère Romulus. Romulus a été le fondateur originaire, mais seule la ruse de Numa a assuré à Rome sa stabilité. Ce qu'il faut retenir de cet exemple que nous donne Machiavel et qui est intéressant, c'est que les hommes ont toujours un peu de mal à respecter une autorité au-dessus d'eux si celle-ci n'a pas d'apparence de légitimité qui renvoie à une transcendance ici divine. L'homme a ce besoin de sacré qui influence son appréciation de ce qu'il observe. Il n'est pas fait pour respecter n'importe qui. Un simple homme qui se contenterait d'imposer des lois de manière forcée, s'il n'a pas une quelconque forme de droit naturel, voire divin, dont il se réclame, ne paraîtrait jamais suffisamment légitime au peuple, qui se demanderait mais après tout, pourquoi c'est cet individu qui nous gouverne en fait ? Nous aussi, nous pourrions gouverner aussi bien que lui. Ce n'est qu'un homme et nous sommes des hommes, alors après tout, pourquoi il nous gouvernerait et pourquoi est-ce qu'on devrait supporter ses lois et ses caprices ? Donc la religion est donc un artifice qui va servir à donner une apparence de transcendance divine au pouvoir et au droit en vigueur pour lui conférer une légitimité naturelle de manière artificielle. On en arrive ici à ce qui est selon moi l'aspect le plus important, novateur et décisif dans la théorie machiavélienne de la vérité, le pouvoir de l'intention à travers laquelle on interprète un élément du réel afin de lui donner un sens ou une valeur. Les phénomènes qui apparaissent à la conscience sont toujours saisis à partir d'une intention qu'il porte en lui. Toute perception est d'ores et déjà une interprétation et celle-ci est influencée par nos désirs et aspirations, ainsi que dans l'exemple que j'ai pris précédemment de notre foi ou de notre rapport au sacré. C'est le sens de l'extrait suivant, issu du livre 1, chapitre 12, toujours du même ouvrage, je cite « Il y eut un grand nombre de ces miracles à Rome. Il arriva, entre autres choses, que lors du sac de Véies, quelques soldats romains entrèrent dans le temple de Junon. Comme ils s'approchaient de sa statue et lui disaient « Vis venire Romam », certains crurent voir qu'elle faisait des signes, et d'autres qu'elle acceptait. Ce qui veut dire « Veux-tu venir à Rome ?» Ces hommes étaient pleins de foi, ils crurent entendre la réponse qu'ils attendaient à leurs questions. Fin de citation. Et un peu plus loin, Machiavel explique que la foi de ces Romains qui avaient mis à sac Véies avait déterminé le contenu de leur perception et que le regard que l'on porte sur quelque chose est influencé directement par ce que l'on désire ou pense au plus profond de nous. Pour le dire simplement, il n'y a pas de perception neutre de la réalité, toute perception est d'ores et déjà orientée en fonction de nos propres valeurs ou convictions personnelles et intimes. Ici, les Romains ont cru que la statue de la déesse Junon faisait signe d'accepter leur demande, alors qu'une statue, par définition, ça ne bouge pas. Bah oui, c'est bien pratique ça, quand on a du mal avec le consentement. Ces espèces de filous ont pu se convaincre qu'elle disait oui avec les yeux, même si, en réalité, ses yeux n'étaient que de simples boules de pierre figées. Je pense que je vais créer une pétition en l'hommage de toutes les statues profanées de jadis, qui portera le nom de Balance ton Romain. Blague à part, cette idée est très profonde et intéressante car nous pourrions lui donner une extension un peu plus large et nous demander si les miracles, ou ce qui est parfois rapporté comme des événements miraculeux, ne sont pas des projections d'un désir lié à la croyance forte par exemple. Après tout, si l'homme est capable de voir
ce qui n'a pas l'air d'aller de soi lorsqu'il est aveuglé par son désir, et s'il n'existe pas de perception neutre, est-ce que la vérité se réduit sans cesse à des apparences qui, bien que trompeuses, nous conduisent parfois au succès, et là où nous souhaitions aller initialement? Si l'apparence est trompeuse, et si nous pouvons en jouer, si elle peut même prétendre être plus qu'une simple apparence en se revendiquant de ce qui est au-dessus d'elle, comme on l'a vu avec l'exemple de la religion, et si, en définitive, notre volonté y succombe, en l'interprétant toujours selon notre volonté, alors il sera nécessaire de dire avec Machiavel qu'il y a bien une vérité des apparences et que c'est bien toujours cette dernière qui triomphe. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que c'est une référence intéressante, originale par bien des aspects, et bien utile notamment pour les concours de philo. Moi, ça m'a bien dépanné à l'époque personnellement. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel enregistrement qui portera sur un auteur très cher à mon cœur et qui a remporté un vif succès la fois où je l'ai abordé. À très bientôt!